5 jeune fille. Et aujourd'hui, elle a une biographie. Donc, je dois lire sa biographie parce que j'ai dit, est-ce que c'est toujours elle ou bien c'est comment, comme les Ivoiriens disent. Alors, immigrée au Canada depuis plus de 10 ans, ses études en psychologie et en addiction ont permis de se tracer un chemin vers la santé mentale auprès de la population racisée et afrodescendante. Depuis maintenant 2 ans, sensibiliser sur la santé mentale devient son leitmotiv. Donc, ça devient sa motivation. Alors, permettez-moi d'accueillir ce soir une intervenante en santé mentale. Elle s'appelle Wendy Bell et elle va se joindre à nous. On peut l'acclamer, on peut l'encourager. Alors, Wendy, vraiment un plaisir de te revoir après toutes ces années. On a grandi, hein? Ça devrait. On a grandi, hein? Puis on a trop grandi. On a trop grandi, en tout cas. Beaucoup. Je t'ai pas reconnue, tu sais ça. Hein? C'est ce qu'elle me dit, elle m'a pas reconnue. Gloire à Dieu. En tout cas, on t'accueille au nom de Jésus. Sois la bienvenue. Merci. La Bible dit une chose, elle dit qu'à la foi, ajouter la science. Là, d'ailleurs, j'aimerais dire à nous qui sommes ici en ces lieux, Dieu n'est pas contre la science, Dieu n'est pas contre l'intelligence. Dans le livre de Proverbes, on dit que l'intelligence parle, puis elle dit « j'étais là au commencement ». Elle était là, l'intelligence, la sagesse. Cependant, lorsqu'on va dans le livre de Genèse, on se dit directement que non, il y a seulement Dieu ou bien le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, mais la Bible parle plus loin dans le livre de Proverbes que l'intelligence était là. Et donc, Wendy, je pense qu'on est des femmes qui sont ici, qui ont soif d'apprendre, sur le volet scientifique, en ce qui a trait à la santé mentale. Alors, j'aurais quelques questions pour toi. Que dit la science tout d'abord à propos de la santé mentale? Donc, c'est quoi? J'aimerais être en mesure moi-même de comprendre et peut-être, lorsque l'occasion me sera donnée, de l'expliquer à une autre personne dans mon entourage et comprendre aussi ces différents faits et gestes. Donc, c'est quoi la santé mentale en quelques mots? Merci Julienne. Déjà, merci pour cette invitation. Aujourd'hui, je suis un peu enrhumée. J'étais malade toute la semaine, je pense que je te l'ai dit. Oui. Et c'est depuis hier que j'ai commencé à me sentir bien. Donc, j'espère que vous m'écoutez bien, vous m'entendez bien. C'est bon, clair, oui. Vous allez m'entendre un peu tousser par-ci, par-là. Donc, je m'en excuse profondément. La santé mentale, qu'est-ce que c'est? Je vais aller avec la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce que l'OMS dit, c'est que la santé mentale, c'est un état de bien-être émotionnel, psychologique et social, et qui ne se limite pas de troubles mentaux. Cela signifie au fait que la santé mentale se réfère à nos émotions, à nos pensées, à nos sentiments et aussi aux relations qu'on a avec les autres. C'est être en mesure au fait de faire face aux situations normales, aux situations auxquelles on vit tous les jours. C'est de pouvoir les gérer, de pouvoir, tout à l'heure on a parlé de la gestion. Oui. Et en effet, la gestion au fait des challenges, des situations dont on fait face tous les jours, entre dans la définition de la santé mentale. Le point que j'aimerais aborder ou sous-aborder au fait, sous cette définition, c'est que la santé mentale ne signifie pas qu'on souffre de maladie mentale. Ça, c'est une distinction à faire. Okay. Excuse-moi, je vais déjà t'arrêter ici parce que... Ok, donc tu veux me dire que la santé mentale et la maladie mentale, ce sont deux choses à part. C'est bien ça? Totalement. Ok, je comprends. Donc la santé mentale, au fait, c'est un spectre. C'est pas parce que on ne va pas bien qu'on a nécessairement une maladie mentale. Une maladie mentale, je pense qu'on l'a expliqué tout à l'heure. Je pense que c'est Sœur Grace qui l'a bien mentionné. Elle a sous-mentionné de façon indirecte. Mais quand on parle de maladie mentale, on va parler de quelque chose de très clinique, au fait. On va parler des troubles psychiatriques, on va parler de la schizophrénie,
on va parler de la dépression clinique. Parce que le mot dépression et anxiété, c'est souvent utilisé de façon interchangeable. Tout le monde va dire, oh, j'ai la dépression, oh, j'ai l'anxiété. Mais des fois, c'est souvent diagnostiqué parce que ça va souvent demander de la médication. Donc, quand on parle de santé mentale, c'est vraiment tout le monde a une santé mentale, tout le monde a un bien-être et un mal-être. On est dans un spectrum. Et dans ce spectrum-là, on joue tous les jours avec. Ce matin, on peut être bien, le soir, on est souvent mal parce que telle ou telle situation s'est passée. Ça, c'est notre santé mentale, ça, c'est notre bien-être. Et donc, en tant que femme, est-ce qu'on est plus susceptible? Ancienne mamie a mentionné tout à l'heure les changements hormonaux. On sait que la femme a plusieurs cycles, et là, il y a des cycles où est-ce que ça va bien, où est-ce que ça va moins bien. Est-ce qu'on est, comparativement aux hommes, est-ce qu'on est plus susceptible? Ça, c'est juste vraiment dans un côté plus scientifique de la chose. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Quand on parle de la science est large. Effectivement. Je pense que là, on a abordé le côté biologique. Biologique, voilà, oui. Donc, pour le côté biologique, oui, on a des changements hormonaux. Donc, on a tous nos menstruations. Donc, deux fois, on a beaucoup nos hormones menstruaux, si je ne me trompe pas. Et ça peut changer notre humeur. Ça peut changer notre tempérament. Le matin, on est bien. Le soir, on veut manger. L'après-midi, bon voilà, on est énervé contre telle situation et de façon très drastique. Donc oui, du côté biologique, on a ces changements-là. On a aussi la charge mentale. On a la charge mentale de tous les jours. En tant que femme, on a le côté professionnel, on a le côté personnel. Le côté professionnel, on a des charges à remplir. On part au travail, on a plein de choses à faire au travail. Des fois, on devient le pilier, au fait, de plein de personnes au travail. On devient le soutien de plusieurs personnes au travail. On rentre à la maison, on doit soutenir la famille, on doit prendre soin de nos enfants, on doit prendre soin de notre mari, on doit s'assurer que la maison est en bon état. Donc, on a plusieurs charges mentales. Cette charge mentale-là, de fois, elle est souvent négligée. Et des fois, c'est souvent influencé aussi par la pression sociale qu'on va recevoir. La pression sociale qu'on va recevoir de la société, des gens qui sont autour de nous. En tant que femme, vous êtes censée faire ça. On n'est pas censé se plaindre. On est censé, je ne sais pas, faire à manger. On est censé ne pas pleurer quand telle ou telle situation nous arrive. On est censé faire plein de choses. Et des fois, cette charge mentale-là, elle est plus forte que nous et on s'oublie. Et c'est ça qui peut créer ça peut créer cette pression-là, mais ça peut aussi être un détriment à notre santé mentale. Tu as mentionné la charge mentale. Et je pense qu'on est toutes des femmes ici qui avons sur les épaules, qu'on ait des enfants ou pas, on a des choses à gérer. Et maintenant, ma question, c'est comment faire pour se décharger? Comment dire, alléger cette charge? Premièrement, est-ce qu'il est possible de l'alléger? Ensuite, comment faire s'il est possible d'alléger cette charge-là mentale? Parce que, exemple, et je donnerai même l'exemple pour les femmes qui sont ici, certaines sont venues ici pour un meilleur avenir. Et là, non seulement tu as tes enfants, non seulement tu as ton mari, mais tu as aussi les frères, les sœurs au pays qui demandent de l'argent. Tu as aussi les parents qui demandent de l'argent. Tu as tellement, et d'autres personnes, on doit aussi le dire, des femmes qui sont à l'église, des leaders du département, des gens qui s'occupent de certaines personnes. Tu as tellement à faire et ça peut peser sur une personne. Donc, ma question était celle-ci. Est-ce qu'il est possible de se décharger, donc je ne sais pas si on va dire déléguer, et ensuite, comment est-il possible de le faire si c'est le cas? Oui, il est possible de se décharger. Je vais prendre peut-être mon exemple. Bon, en fait, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Il y a mon exemple à moi, puis il y a aussi celle de ma mère. Je sors d'un burn-out, d'un épuisement professionnel pour certains. Et ça fait maintenant... C'est depuis le mois de mai, l'année passée, que j'ai repris le travail. Mais ça m'a pris, je dirais... J'étais dans ce burn-out-là sans même le savoir.
depuis plus de 3 ans. Et ça, je ne le savais pas. Et quand je suis rentrée à la maison, en fait, j'ai décidé de rentrer à la maison. Mais avant de rentrer à la maison, je n'allais pas bien. Je pleurais, j'appelais mes parents, j'appelais mon copain, j'appelais tout le monde, mais je ne comprenais pas pourquoi je n'allais toujours pas bien. Et cette charge mentale que j'avais, on travaillait tous les deux au nord. On a travaillé au nord. On a travaillé, nous deux, dans le nord, pas dans la même région. Pas dans la même, voilà. Donc, je suis allée toute seule pendant plus de 5 ans. Oui. Et je pense que c'était un mélange, c'était un cocktail de tout, au fait. C'était quelque chose de nouveau pour moi, mais en même temps, au fait, j'avais 2 émotions. J'avais cette émotion où je m'en vais découvrir, je m'en vais pour aider, je m'en vais faire plein de choses, mais il y avait aussi ce côté où est-ce que je me trouve présentement? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ressens tant de colère? Pourquoi j'ai beaucoup de questions? J'ai beaucoup d'introspection. Je me pose, mais pourquoi je suis là? C'est quoi ma valeur présentement? Au fait, j'étais tellement confuse pendant plus de 3 ans. Je ne savais plus pourquoi j'étais là. Mais j'avançais. Et le déclic, il n'est pas venu facilement. Le déclic, il est venu après que je me suis posé la question, mais pourquoi je suis en train de forcer? Pourquoi j'essaie de contrôler ce qui est incontrôlable? Pourquoi j'essaie de faire beaucoup plus? Pour plaire à qui? Pour faire quoi? Quel est cet ego, au fait, que j'essaie de nourrir? Pourquoi je veux tant aider des gens, au fait? Au fait, là, j'ai un peu mal formulé, mais pourquoi je suis en train de faire tout ce que je fais si moi-même, je ne suis pas capable de m'aider moi-même? Donc, cette introspection-là, elle est venue après 3 ans. Parce que j'ai perdu mes cheveux, juste te dire ça, parce que j'avais des locks. Ok, oui, c'est vrai. Et j'ai perdu mes cheveux au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée malade déjà, je suis anémique. Je suis anémique, ouais. Je pense que anémie il faut quelque chose. Donc, j'ai dû avoir des transfusions sanguines. Parce que je forçais, je ne me nourrissais plus. Je me disais, non, il faut vraiment que j'aide ces personnes-là, il faut vraiment que je continue. C'est dans mon mandat d'aider les gens, au fait. Mais au fait, je m'oubliais complètement dans le processus d'aider les autres. Et juste pour faire le lien, Wendy, elle, c'est ce qu'elle fait comme travail, son mandat, c'est d'aider. Mais nous aussi, c'est pas écrit noir sur blanc. Mais notre mandat dans la vie, c'est souvent d'aider, que ce soit en tant que mère, en tant que sœur. Et donc, j'espère qu'on est capable de faire aussi des liens. Elle parle de sa profession, mais en tant que femme, on est capable aussi de se projeter dans ce qu'elle dit et de retirer quand même des leçons. Des leçons, voilà. Des Merci. leçons, voilà. Donc, moi, ça m'a pris tout ça, au fait, pour me dire, écoute, Wendy, tu vas pas mourir. Et le pire, c'est que je me sentais hypocrite parce que dans le métier dans lequel je fais, je prodige des conseils. J'accompagne des gens tous les jours qui sont en souffrance. Et moi-même, je suis en souffrance et je n'arrive pas à prendre mes propres conseils à moi. J'ai trouvé ça très hypocrite de ma part. Donc, ça m'a pris tout ça, donc toutes ces maladies, tomber au travail, perdre mes cheveux, prendre des transfusions sanguines pour me dire, Wendy, il faudrait que tu arrêtes. Si tu n'es pas capable de t'aider toi-même, comment tu peux aider une autre personne? Donc ça, c'était mon déclic premier. Et ça, c'est mon histoire, en fait, par rapport à la charge mentale que moi-même, je me suis donnée. Je me suis dit, non, parce que c'est mon devoir, je dois le faire. Mais je ne le faisais pas bien. Donc, à un moment donné, je me suis dit, non, il faut que j'arrête. La formule que j'ai présentement, ce n'est pas la bonne formule. Il faut que je trouve une autre formule. Une formule qui va me permettre de moi-même, de me prendre du recul, de m'aider moi-même, mais d'être saine et d'être présente pour aider la personne ou les gens qui se trouvent devant moi. D'accord. Donc, si je comprends bien,
c'est d'abord d'arriver à un constat et de s'arrêter. Donc, de voir que, OK, je ne vais pas bien, il y a trop de charges sur moi, et de s'arrêter, puis ensuite de faire une analyse. Est-ce que c'est bien ça? De faire une introspection. Oui. Beaucoup. Mais il y a aussi des signes. Hein? Donc, moi, j'ai eu plein de signes, mais j'ai négligé. Parce que déjà, j'étais à l'hôpital, je me dis non, ma superviseure, c'est une infirmière, je travaille avec un psychiatre, je travaille avec un docteur. Donc, du coup, je me dis non, les signes, peut-être si moi, je ne les vois pas, mes collègues, normalement, ils vont le voir, mais des fois, on est très aveugle. On devient aveugle à notre propre souffrance. Parce qu'on est dans cette posture où il faut absolument que j'aide l'autre personne. Ça, c'est dans ma posture à moi. Oui. Mais après, quand je suis retournée à la maison, c'était beaucoup plus facile pour moi de comprendre mes signes. Parce qu'il faut que ça t'arrive au moins une fois pour que tu puisses identifier quels signes, au fait, de ton corps, comment ton corps réagit, comment tes pensées changent. Parce que non seulement ton corps réagit, mais tes pensées deviennent aussi négatives. Tes pensées deviennent noires, elles deviennent intrusives. Il y a ce côté, ton manque d'estime. Tu commences à avoir un manque d'estime, manque de compétences, parce qu'à un moment donné, je doutais même de mes compétences. Et à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais justement, ça, c'est mon estime de soi qui a été mis en jeu aussi. Effectivement. Et si tu me permets, j'aimerais prendre la question de Déborah. Déborah, si je ne me trompe pas, tu as demandé la distinction entre l'anxiété et la dépression, c'est ça? Tu as mentionné les idées noires. Maintenant, est-ce que directement, moi, j'ai une idée noire et là, je me dis, OK, je fais une dépression. Voilà, je me fais un autodiagnostic. Mais donc, on aimerait avoir vraiment cette distinction-là. Ici, il y a peut-être un autre concept aussi qu'on a manqué de mentionner. Donc, c'est quoi la différence entre l'anxiété, la dépression, puis comme un autre concept peut-être qu'on n'a pas mentionné, mais qui devrait être quand même utile pour que l'on puisse savoir que ce soit vraiment des informations utiles pour nous? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour faire la différence entre anxiété et dépression. L'anxiété, pour moi, c'est se projeter dans le futur. Je vois toujours ça dans l'incertitude du futur. Parce que dans l'anxiété, au fait, on est toujours en train de se dire, si je fais ça, ça va arriver. Même quand ce n'est pas encore arrivé, notre corps va déjà déclencher certains symptômes. On va avoir de la tachycardie, le cœur qui bat vite. On va commencer à avoir des mains moites. On va commencer à avoir des maux de tête. Donc ça, c'est souvent des symptômes qu'on retrouve dans l'anxiété. Et c'est quand on se projette dans le futur, mais quand on projette un événement qui n'est pas encore arrivé, on pense ce qui va arriver, ça, c'est de l'anxiété. La dépression, c'est quand on est bloqué dans le passé. Je dépresse, donc que je mette de la pression sur ce qui est déjà passé. Donc, quand on parle de dépression, c'est tout ce qui s'est passé dans le passé, au fait. J'aimerais me racheter. J'aimerais refaire 2 fois, ou je cherche un peu les bons mots. Disons par exemple qu'il y a une situation amoureuse qui s'est passée. Ça c'est le bon exemple même qui nous amène souvent dans la dépression. On est souvent stagné dans ces situations-là. Et c'est cette situation-là qui va nous amener de la dépression. Donc pour moi, la distinction entre dépression et anxiété, c'est que dans la dépression, on est stagné dans le passé, dans un événement passé. L'anxiété, c'est le futur. On est toujours en train de vouloir régler une situation qui n'est pas encore arrivée, mais on se dit, si ça arrive, c'est comme ça que je vais faire. Si je fais ça, j'ai l'impression que c'est ça qui va m'arriver. Donc, c'est ça la distinction entre les deux. Je ne sais pas si ça fait du sens pour tout le monde. Clair. J'aime beaucoup l'aspect temporel des choses. Donc, vraiment, on peut voir que, OK, la dépression nous amène dans le passé et le futur. Comment dire? L'anxiété, c'est le futur. C'est par rapport au futur. C'est l'anticipation que quelque chose de mauvais va nous arriver. C'est l'anticipation de « il faut que je me prépare à cet événement-là alors que ce n'est même pas encore arrivé ». Ça, c'est l'anxiété. OK.
Maintenant, comment, j'avais posé la question à l'ancienne mamie et la sœur Grâce, mais comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi par rapport à sa santé mentale, par rapport aussi à la charge mentale? Il y a des choses desquelles on pourra presque pas se détacher. Exemple, tu peux pas dire aujourd'hui, non, je laisse mes enfants ici seuls. Non, tu dois tout de même appeler grand-maman, appeler, si c'est le cas, grand-maman, grand-papa, ou mettre plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, au fait, pour prendre soin de soi mentalement, pour sa santé mentale? Donc, être toujours dans cette zone-là de bien-être. En quelques minutes. Comment prendre soin de soi? En plus, c'est le thème d'aujourd'hui, je prends soin de moi. Exactement, oui. Prendre soin de soi, il y a plusieurs façons. Dans la littérature, il y a 4 bienfaits, je dirais 4 domaines de prendre soin de soi. Il y a le prendre soin de soi émotionnel, spirituel, financier, familier, social ou environnemental. Oui, environnemental. Donc, ça peut dépendre de toute personne, en fait. Chaque personne a son outil. Ce que j'aime souvent dire à mes clients, c'est que on a tous une boîte à outils. Et dans notre boîte à outils, on a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, je peux utiliser la prière. Demain, je peux aller courir. Ce soir, je peux bien manger. Après-demain, je peux parler à un ami. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils? Chaque personne ici devra avoir sa propre boîte à outils, ses propres ressources. Oui. Je pense que ça nous amène aussi à un temps de réflexion. On a parlé tout à l'heure de l'entourage, mais aussi ma boîte à outils, mis à part l'entourage. Qu'est-ce que j'ai déjà développé comme système? Parce que ça doit être quelque chose qu'on peut avoir sous la main, normalement. Exactement. OK. Et d'habitude, dans notre boîte à outils, ce sont des choses qu'on a déjà, au fait, ce sont des gens qu'on a autour de nous. Et l'aide, elle est partout. Hein. Je pense que Sœur Grâce l'a bien mentionné, il y a le 811, il y a des centres de thérapie spécialement pour des personnes racisées, afrodescendantes à Montréal. Il y a le service public, même si la liste d'attente est super longue, on a de l'aide partout. On n'est pas obligé d'utiliser un seul outil. On peut utiliser plusieurs outils. J'aimerais bien aller dans le spécifique, mais ça, c'est chaque personne qui peut trouver qu'est-ce qui est adapté à sa situation. Chaque situation n'a pas le même outil. Aujourd'hui, je peux utiliser une chose, cette même chose-là ne peut pas fonctionner demain. Donc, chaque situation a sa propre clé, a sa propre solution. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Peut-être je peux partager ça avec vous. J'écris beaucoup, je médite beaucoup. J'ai un journal, je fais mes propres notes de lecture. J'aime écrire, donc j'écris beaucoup de poèmes. Et mes poèmes sont toujours reliés à ce que je ressens, aux émotions que je vis. Ce que j'aime souvent dire à mes clients, c'est quand tu écris, tu libères plein de choses, au fait. Et tu donnes l'espace à d'autres choses de nouveau, à beaucoup de choses de nouveau. C'est comme on dit, tu ne peux pas réfléchir ou tu ne peux pas boire un verre... je cherche l'expression, je pense que c'est le verre à moitié plein. Je pense à c'est ça. Donc tu ne peux pas boire, dans un verre à moitié plein. Je charge un peu l'expression, mais je pense que c'est quelque chose à moitié plein, à moitié vide. Je vois ce que tu veux Donc, dire, oui. quand tu es déjà débordé, il faudrait que tu te vides. Et pour moi, ça, c'est l'écriture. Il y a aussi les voyages. Il y a certains qui aiment voyager. Il y en a qui aiment bien s'habiller. Vous êtes toutes belles aujourd'hui, hein, sans vous mentir. Pour le 8 mars, là, déjà, bonne fête à vous toutes. Et vous êtes très belles. Je pense que ça, déjà, s'habiller comme vous faites là, je pense que ça vous fait du bien venir ici bien habillée, toutes bien maquillées, prendre des photos, vous êtes très belle. Donc ça, déjà, c'est prendre soin de soi. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande de venir dans des espaces comme ici, des espaces d'échange, des espaces où on n'est pas jugé, des espaces où l'ouverture d'esprit est présente, l'espace où l'empathie aussi est présente. Des fois, c'est ce qu'on recherche, des espaces comme cela. Ça peut aussi être
prendre du recul sur des situations qui nous arrivent. Des fois, on est à cette tendance-là à vouloir tout contrôler, à vouloir tout faire. Il y a des moments où, comme moi cette semaine, la semaine passée, comme j'ai dit, j'avais plein de travail, mais j'ai dit non, je ne peux pas. Si je ne suis pas bien, je ne peux pas prodiguer, je ne peux pas donner des bons services. Donc j'ai dit, le travail, on peut me remplacer à tout moment. Donc, prenez note, on peut nous remplacer à tout moment. Et j'ai décidé de rester à la maison depuis lundi. Et m'assurer que pour aujourd'hui au moins que je ne tousse pas, je n'ai pas de la fièvre. Mais c'est ça aussi prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est du prendre de recul, de dire ce que je fais là présentement, est-ce que c'est plus important que ma santé? Est-ce que demain, si je dois raconter mon histoire, est-ce que je serais capable de raconter cette histoire-là si j'arrête de faire ce que je suis en train de faire présentement? Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ça, c'est mes outils à moi. Mais je suis sûre que dans votre boîte à outils, vous pouvez trouver des choses que vous pouvez faire pour vous-même. Des choses qui vont vous faire plaisir. Des fois, c'est souvent réuni aussi avec des activités qu'on faisait quand on était plus jeune. C'est-à-dire marcher, aller courir. C'est vrai que le Canada ne nous permet pas de tout le temps aller faire des marches, aller jouer à la corde dehors. Mais on peut trouver des moyens, on peut trouver des moments où, oui, on peut aller marcher, même s'il fait froid. Parce que des fois, le but, c'est de se dire, c'est pas parce qu'il y a un mur devant moi que je peux pas traverser de l'autre côté du mur. Donc, le but, c'est vraiment de se challenger, de se dire, quelles sont des choses que je n'ai pas faites depuis longtemps qui me faisaient plaisir avant? Qu'est-ce que je peux refaire? Donc, moi, je vous mets ce défi-là, au fait. À partir peut-être d'aujourd'hui, quelles sont les choses auxquelles que vous aimez faire? Peut-être la couture, appeler quelqu'un au pays, je ne sais pas, des choses que vous aimez faire avant. Peut-être les refaire un peu. Peut-être ça va vous faire du bien. Oui. Vous remettre un peu dans ce cœur de jeune fille aussi. Oui. Oui. Moi, j'avais une dernière question, mais avant de passer à ma question, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ne vous sentez pas gênée, on est là, Déborah, elle va se promener. Donc, juste levez la main si vous en avez. Moi, j'aurais une question. Bien sûr, je vais m'élancer. Quand Wendy parlait, en fait, ça m'a fait penser à la dépression saisonnale aussi, qu'on parle beaucoup au Québec. Et j'ai un prof en fait qui est en train de nous parler de ça et qui parle que ça affecte plus des femmes afro parce qu'ils ont plus de, comment le dire, on a déjà un sentiment d'attache, on est trop attaché à nos familles en fait. Donc on est même pas capable de comprendre qu'on est en train de passer à une dépression saisonnale. Et cela peut nous emmener, ça nous emmène en fait plusieurs traumas ou plusieurs problèmes de santé. Comment peux-tu en fait conseiller à une femme en fait, comme tu viens de le dire en fait, j'ai déjà aimé les conseils que tu as donnés, mais comment plus spécifiquement s'il faudra le donner pendant la période saisonnale, disons quand l'automne vient ou comment on peut en fait faire pour ne pas tomber dans ça et reconnaître en fait, j'aime ce qu'on a dit différemment, les femmes ont dit de reconnaître qu'on est capable de nous reconnaître nous-mêmes des signaux, il y a des signaux. Mais comment, en fait, des petits généraux, des signaux généraux. Si tu peux, avant, nous expliquer brièvement, là, vraiment, pour que tout le monde comprenne, c'est quoi d'abord? C'est quoi, la dépression saisonnière ou saisonnale? Comment on dit? Saisonnière. OK, la dépression saisonnière, c'est quoi? Ensuite, comment faire pour ne pas tomber? OK, on t'écoute. Donc, pour la dépression saisonnière, il y a la dépression saisonnière et il y a la déprime. La déprime saisonnière, on l'a presque tous pendant les périodes d'hiver. Parce que déjà, de 1, on manque de vitamines dans le sang, dans notre corps. D'habitude, c'est de novembre jusqu'en avril. Donc, les périodes noires, je dirais ça comme ça. La dépression saisonnière, même en été, il y a certaines personnes qui peuvent avoir de la dépression saisonnière. Donc, il y a certaines personnes pour qui le soleil peut être trop intense. L'automne aussi, juste le changement de température peut être anxiogène. Donc, la dépression saisonnière, ça, c'est un diagnostic clinique qui se fait par un psychologue ou un psychiatre.
Mais la déprime saisonnière, d'habitude, les outils, justement, comme tu demandais, pour pouvoir prévenir cette période noire, on va beaucoup nous dire de prendre des vitamines, de boire du jus d'orange, de continuer à faire des exercices parce que quand l'hiver arrive, notre excuse première, c'est qu'il fait trop froid, on ne veut pas sortir, on se connaît. Mais avec le temps et en grandissant, on n'a pas le choix, on doit se forcer à sortir parce que même quand on sort en hiver pour 2 minutes, 5 minutes, on retrouve de la joie. On a un petit sourire qui nous revient, on se sent bien. Appeler les amis reste l'outil le plus, le plus populaire de tous les outils qu'on peut avoir. Il y a aussi la lampe, je pense que c'est la lampe LD, je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a une lampe juste exactement pour le soleil, spécifique. c'est ça? On appelle ça, c'est pour la luminothérapie. Ok, voilà. Donc ça aussi est recommandé. Donc prévenir la déprime saisonnière, je dirais qu'il n'y a pas de formule magique nécessairement. C'est juste vraiment avoir des outils là encore. Deux fois, il y a des professionnels de la santé comme les psychiatres ou les psychologues qui vont prescrire des médicaments si c'est vraiment intense. Mais de façon générale, la luminothérapie, c'est ce qui est beaucoup plus recommandé. Et encore là, avoir un entourage autour de soi. Ok, merci beaucoup. Déborah, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Alors oui, il y a une question là-bas en arrière. Ça va être notre dernière question. On t'écoute. Ouais. C'est pas vraiment une question, mais plus un commentaire pour ajouter à ce que tu as dit par rapport aux outils en lien avec l'anxiété. Tu as dit que, par exemple, je trouve que, premièrement, ta définition était vraiment parfaite. Une chose que j'aimerais rajouter, c'était quand tu vis une situation d'anxiété, c'est important surtout de se rappeler que tu peux seulement contrôler ce que tu peux contrôler. Je pense que c'est ça qui te permet aussi de prendre du recul par rapport à la situation. C'est une chose que, honnêtement, j'ai commencé à faire il y a seulement 1 semaine. Et je dois dire que ça aide beaucoup parce que si je pouvais voyager... Personnellement, j'aime pas écrire. Comme des fois, j'ai l'impression que mes pensées vont beaucoup plus vite que ma main, donc je préfère pas écrire. Et si je pouvais voyager, à chaque fois que je ressentais une situation, je le ferais, mais quelque chose de gratuit. Ça, c'est vraiment de tout le temps se rappeler de qu'est-ce que tu peux contrôler par rapport à la situation, prendre du recul. Et vraiment, c'est ça qui peut peut-être t'aider à éventuellement t'outiller d'une meilleure façon dans d'autres situations où tu vis une certaine anxiété. C'est juste un commentaire. Merci. Très bonne intervention pour la fin. Alors, Wendy, en 30 secondes, aurais-tu quelque chose à conclure, un conseil? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui sont là aujourd'hui? Vraiment, je pense que vous avez appris, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire? On aimerait vraiment t'écouter avant de penser à passer à la table parce que ça fait partie du bien-être, n'est-ce pas? Manger? Bien sûr. Okay. Parfait. Donc, avant de penser à manger, au bien-être, qu'est-ce que tu as à nous donner comme conseil? Qu'est-ce que je peux donner comme conseil en 30 secondes? J'aurais dû dire ça avant, hein? Non. Non? Okay. Je pense que le temps de silence est permis. Hein? Ah oui, effectivement, oui. effectivement. Ça nous permet aussi de bien formuler. Et voilà, c'est quand même 30 secondes que tu me permets. Donc, il faudrait bien que je choisisse mes mots. En 30 secondes. Je dirais que le terme d'aujourd'hui, c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est holistique. Quand on parle de holistique, c'est un tout, quoi. C'est un tout. Faut pas s'oublier dans ce tout, faut pas se négliger. Faut se dire qu'aujourd'hui, nous sommes belles, nous sommes bien habillées. Il faudrait qu'on continue comme ça tous les jours. Si aujourd'hui on est venu ici, c'est parce qu'on sait que ce sujet-là nous tient à cœur. Les questions qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour maintenir ma santé mentale malgré les défis que dont je vais faire face tous les jours. Parce que les défis, il y en a toujours. Au coin de la rue, à l'est, ouest, sud, nord, on aura toujours des défis. Mais comment garder notre beau sourire? Comment garder notre bienveillance? Comment garder notre compassion?
mais sans toutefois oublier qu'on ne peut pas prendre soin de l'autre personne tant qu'on ne prend pas soin de soi-même. Donc, ça commence toujours par soi-même. Donc, c'est ça que je dirais comme conseil. Merci. C'est commence par toi-même avant d'aider l'autre personne. Aide ton outil avant d'être l'outil de l'autre personne. Sois ton outil personnel avant de l'être pour les autres. Tout à fait. Je pense qu'on peut vraiment mettre nos mains ensemble. Merci beaucoup, Avec Wendy. plaisir. Je t'invite, tu peux retourner. Merci beaucoup. Tu as bien dit. Déborah, est-ce que tu peux aider Wendy, s'il te plaît? Merci beaucoup. Est-ce qu'on a été bénis? Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de baisser nos têtes en prière et parler à Dieu par rapport à la charge mentale, par rapport à la santé mentale? Bien-aimé, Dieu est un Père fidèle. Demande à Dieu quelles sont les ressources que j'ai, quels sont les outils que j'ai. Il peut t'en parler, c'est ton Père, il te connaît. Il peut t'en parler, il peut te dire que tu as telle personne que tu n'appelles pas, il y a telle personne que tu négliges. Il peut te le dire ce soir. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Même pour la dépression, pour la santé mentale, tu peux satisfaire. Tu peux satisfaire une personne qui cherche à avoir une meilleure santé mentale. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Seigneur, ce soir, Yahweh, la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Nous aimerions sonder ceux qui, Papa, va faire en sorte que nous soyons dans notre, Seigneur, juste dans le bien-être, Seigneur, et cela au quotidien, malgré les intempéries, malgré les attaques, malgré tout ce qui peut arriver, malgré la déprime. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Gloire à Dieu.